Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Fait marquant qui retrace l'histoire dans son entièreté et qui revient avec des personnes qui ont été marquées par un événement et c'est dans un espace d'échange et de compréhension. Bienvenue encore une fois dans ce numéro où nous recevons pour vous une femme de lettres. Elle est romancière, poète et essayiste malienne. Il s'agit de Fatoumata Keïta qui est déjà avec nous. Alors, Madame Fatoumata Keïta, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Patrick et merci à Djoliba pour cette invitation. Rectificatif, c'est Fabrice. Fabrice. Voilà. Ok, Fabrice. Merci beaucoup, Merci. madame, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes la troisième femme invitée dans cette émission Fait marquant. Ok. La première était Kumbaba, la deuxième c'est une artiste, Mariam Kone, et voilà vous, une écrivaine, une femme de lettres. Merci une fois encore de nous faire honneur. Alors, vous êtes une femme de lettres. Première question, écrire pour vous est signifié beaucoup de choses. Que veut dire écrire? Écrire pour moi, c'est me réconcilier avec le monde. Vous réconcilier avec le monde. Avec le monde. Vous étiez en guerre? Oui et non, parce que l'écriture, c'est déjà un exutoire. C'est de ne pas garder en soi tout ce qui peut nous rendre amers dans la vie. Donc pour moi, écrire, c'est subsister, c'est résister, c'est se réconcilier avec le monde. Alors vous écrivez pour soigner aussi des plaies intérieures en vous et des plaies extérieures dans la société. Le tout, parce que l'écriture va de soi. Ça commence par le moi pour aller vers les autres. Donc du coup, c'est quand on m'a demandé plusieurs fois pour qui j'écris, j'ai dit j'écris pour moi-même d'abord, avant d'écrire pour les autres. C'est égoïste, mais c'est comme ça. Vous écrivez pour vous-même d'abord? D'abord. Avant d'écrire. Mon équilibre en dépend, c'est ça. Ok. Alors je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes dans Fait marquant et que le thème débattu dans ce numéro, c'est femme et écriture, la femme et l'écriture. Et c'est Madame Fatoumata Keïta, qui est une femme de lettres, romancière, poète et essayiste, qui est sur ce plateau avec nous. Alors comment êtes-vous arrivée à l'écriture ou bien c'est l'écriture qui vous a choisi? On va dire comment l'écriture est arrivée à moi. À partir du moment où je suis née dans une famille où l'environnement était très lettré, à partir du moment que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui me faisait lire et écrire tous les jours, sans que cela allait avoir comme conséquence d'être écrivain, je peux dire que je ne sais pas déterminer dans ma vie le moment où j'ai commencé à écrire. Comment est-ce que je suis devenue écrivain? C'est par le biais de mon papa. Et donc, écrire d'abord pour produire des idées, des émotions, des pensées, sa vision sur le monde, mais ensuite écrire dans le souci de publier, ça va venir à partir du lycée, dans le souci de publier. Parce que ma première œuvre qui a été publiée dans une œuvre collective, Saison d'amour et de colère, a été publiée quand j'étais au lycée, mais ce n'était pas du tout l'objectif quand je commençais à écrire. J'écrivais juste vraiment pour, comme le dit, d'abord faire comme mon papa le demande. S'il n'a pas envie que j'aille m'amuser, il me dit de retracer sur une feuille de papier tout ce que j'ai fait pendant la journée. Ouais. Et donc, en ce moment, une rédaction. C'est ça, une rédaction, mais qui va au-delà de ça, parce que une rédaction trace une ligne directive, mais là, il n'y avait pas de ligne directive. J'écrivais ce que je pensais. Et donc, du coup, on garde un lien très étroit avec le fait d'écrire. Et l'écriture, en ce moment, ça devient une partie de soi. Même si le papa n'est pas là, même si je vais quitter la famille très tôt pour aller vers le monde. Et alors, c'est l'écriture qui va me tenir éveillée, qui va me tenir en forme, qui va me tenir équilibrée, qui va me permettre de pouvoir évacuer ce que j'avais de mal en moi et qui pouvait être de nature à me rendre amère. Donc, pour moi, l'écriture, c'est une nécessité. Une nécessité. Alors, oui. On va revenir un peu en arrière. Vous avez parlé du lycée, bien avant le lycée. Vous avez dit que vous avez grandi dans un environnement lettré, mais est-ce que vous avez connu une enfance facile ou difficile? Mon enfance, je la subdivise en 3 parties. Une très première partie qui a été très heureuse avec les parents, dans un environnement familial où je me sentais tout à fait insouciante et en lien avec les gens que j'aime.
Et très tôt, je vais quitter ma famille, mes parents, à 11 ans, pour me retrouver d'abord dans mon village natal à Figuira, et où le contraste entre la vie que j'ai vécue chez mes parents et celle à laquelle j'ai été confrontée quand je suis allée dans un milieu rural où tout était différent. Et ce que je ne considère pas aujourd'hui comme difficulté a été vraiment une grande difficulté pour moi quand j'étais enfant. Et je considère cette partie comme une formation militaire. Ça vous a-t-il marqué? Ah oui, très très marqué parce que quitter les genoux de papa et atterrir dans un environnement où tu marches 5 km pour aller à l'école, où tu traverses chaque matin les Sankarani pour être à l'école. Vous aviez 11 ans? 11 ans quand j'ai eu le CEP, mais quand je faisais la 7e, j'avais 12 ans en ce moment. Okay. Et se retrouver dans un environnement où tu perds tes repères et tes références, même en matière d'alimentation. Voilà, tout ce que tu mangeais, ce n'est pas ce que tu trouves. Les personnes que tu voyais, la logique que tu suivais n'est plus là. Pour moi, c'était très, très marquant et je l'ai considéré pendant longtemps comme une formation militaire, comme un des moments les plus rudes de ma vie. Mais avec le temps, quand je m'assois aujourd'hui et je réfléchis, j'ai dit que cet impact a été très positif dans ma construction personnelle. Donc c'est un fait marquant positif. Positif, parce qu'après, il faut, comme on dit, il faut essayer de tamisser et de retenir ce qu'il y a de bon dans les épreuves que nous vivons. Et donc, je ne considère même pas cela comme une épreuve parce que ça m'a permis de connaître un milieu que je ne connaissais pas, qui est le mien, qui est le milieu d'origine de mon papa. Ça m'a permis de faire un lien avec mes grands-parents, avec mes caris. Mes caris en mandingue, les caris, c'est les personnes avec qui tu subis une initiation, où tu es en groupe, parce que quand tu arrives au village, il y a différents caris, et tous les caris vont te dire non, tu n'es pas de mon âge, il faut qu'il y ait des séances de bataille tous les soirs. Et quand tu arrives à terrasser la moitié du groupe, tu fais partie du cari. Et je me suis retrouvée dans un cari où je me suis imposée finalement, même si je n'ai pas pu terrasser tout le monde. Donc du coup, c'est des choses que je ne connaissais pas. J'étais loin d'imaginer que j'allais être confrontée à une réalité pareille. J'ai été confrontée à cela. C'est ce qu'on appelle la résilience, la capacité de s'adapter à un environnement. J'ai pu le faire, même si après c'est la maladie qui va me contraindre à rejoindre mes parents pour ensuite repartir vers l'aventure. Cette fois-ci, dans ma famille maternelle, chez mon oncle maternel. Oui. Et ce moment aussi a été particulièrement très, très difficile. Pas du point de vue environnemental, mais du point de vue que je ne me suis pas sentie élément intégré et intégrante dans cette famille, et où j'aurais à passer 5 à 6 ans avant de retourner chez mes parents. Et quand je retournais chez mes parents, je ne me considérais plus comme un enfant. Et donc, je scinde tout le temps mon enfance pendant pour 3 parties, ces 3 grandes parties de mon enfance. La première partie heureuse chez mes parents. La deuxième partie, dans mon village natal, avec mes grands-parents et ma famille élargie, où je vais connaître des camarades de promotion, on va dire, même si elles n'étaient pas à l'école, mais qui vont rester très importantes encore dans ma vie. Et ensuite, cette troisième partie, où je vais pour l'école, à la recherche de la connaissance du savoir, dans une famille d'accueil, qui en réalité n'est pas une famille d'accueil, c'est une famille qui fait partie des liens fraternels de ma mère, mais qui a eu du mal à m'accepter en tant que... Je ne sais pas si c'était leur façon de faire, mais qui ne me correspondait pas. Vraiment. Et alors, voilà les différentes parties de mon enfance. Alors, tout a été marquant, hein, d'une façon ou d'une autre, que ce soit chez mes parents, où là, j'apprendrais à lire très tôt et à écrire tous les jours. Ensuite, dans mon village. Ensuite, chez mon oncle, où nous avons fait presque toutes les villes du Mali avec lui, parce qu'il était gendarme. Et on a fait presque toutes les grandes villes du Mali. Donc, à cause des affectations. À cause des mutations des affectations. D'accord, voilà. Ok. Nous avons connu un peu l'histoire de votre enfance. On va revenir maintenant à l'écriture, à la femme et l'écriture, bien sûr. Alors, celui qui écrit, dit-on souvent qu'il lit beaucoup. On suppose que vous lisez aussi beaucoup. J'ai beaucoup lu, je continue à lire. Pour moi, il n'y a pas de monde sans livre. Et tous ceux qui sont en train de créer cette rupture avec les livres, soit ils n'ont pas appris à lire, ou soit ils ont lu et ils ont cessé de lire. C'est comme un arbre qu'on n'arrose pas quand tu ne lis pas. Et moi, ce que mon père m'a donné de plus
et merveilleux, en plus du fait de m'éduquer selon des valeurs, c'est le livre, c'est le goût de la lecture. Et pour moi, que je sois écrivaine ou pas, j'allais lire, je pense. Mais quels sont les grands auteurs que vous avez lus? Ben, les auteurs qui vous ont marqué dans votre parcours de lectrice? Il y a ce que j'ai lu pour apprendre. C'est-à-dire quand j'ai été à l'université, il y a des grands sociologues qui m'ont marqué. Mais il y a aussi ceux que j'ai lus qui m'ont fait plaisir. Ouais. Et quand on était adolescente, nous avons tous lu des Harlequins, souvent des essais que je n'ai pas beaucoup aimés. Mais les auteurs qui m'ont marqué et qui ont façonné ma plume, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est quand j'ai fait la découverte, moi j'ai fait la série Sciences. Et c'est un prof de sciences qui va me transférer en lettres et je vais découvrir les grands, les pères de la littérature négro-africaine, les William Ebedibois, les David Diop, les Langston Hughes, les Aimé Césaire, les Paul Sédar Senghor. Je les découvre à partir de là. Mais en même temps, il y avait des auteurs que j'aimais. Il y a un auteur russe qui a été traduit en français. J'ai lu toute sa collection Ex-Broya, il s'appelait, mais peu de jeunes l'ont lu parce que c'était dans ma bibliothèque au lycée de Balla que j'ai lu tous ses livres. Donc ça, c'est des auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Je vais continuer à lire et il va y avoir toujours, même aujourd'hui, d'autres qui me marquent plus que d'autres. Mais pour moi, la littérature, qu'elle soit féminine, et ces mots, je ne sais pas si elle correspond, si elle me correspond, ou qu'elle soit masculine, la littérature est magique, elle est magnifique, elle nous transporte vers d'autres mondes. Voilà, la littérature, vous avez parlé des auteurs de la négritude. Dans la littérature francophone ou bien la littérature française? Moi, j'ai lu presque tout de Victor Hugo. Vous savez, Victor Hugo est très, très prolifique. Oui. Mais je l'ai lu comme pas possible. Et quand Victor Hugo disait je serais Chateaubriand ou rien, moi je disais je serais Victor Hugo ou rien. Mais en réalité, quand j'ai commencé à trouver mes marques, ce n'est pas à Victor Hugo que je vais ressembler dans ma plume. Je vais être prolifique comme lui, même si ce n'est pas possible. Ouais. Mais j'ai su qu'il a beaucoup écrit et j'ai beaucoup aimé sa plume. Voilà. Dans vos écrits, vous évoquez souvent la polygamie, l'excision, l'évira. Le lévira, qu'est-ce qui vous inspire? Quelles sont les inspirations? D'où vous tirez votre source d'inspiration pour pouvoir écrire ces choses et que vous n'avez pas peur? Et étant donné que vous sortez d'une société où naturellement la polygamie ne fait pas peur. Alors, vous savez, Fabrice, je vais y arriver. Oui. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi on doit avoir peur de ce que nous avons envie de dire. Et surtout, il faut aussi noter que cette façon que les journalistes, les lecteurs ont à interpréter mes œuvres en la cataloguant par rapport à certaines thématiques phares, qui ne sont pas peut-être phares, il y a d'autres thématiques pour quelqu'un qui sait lire, qui va les constater. Oui. C'est peut-être une mauvaise lecture et je suis tellement désolée de devoir venir et de faire ce que j'appelle ma propre analyse qui m'a amené à parler de cela. Quand je parle de polygamie, je ne parle pas de la polygamie, je parle des polygamies, je parle des différents types de polygamie. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? Parce que d'une période à une autre, la polygamie a changé de forme, la polygamie a changé de contenu. La polygamie que nous avons vécue à l'époque de nos grands-mères, où tout le monde était dans la même cour, où les femmes rotaient dans le il y avait la paix. La famille, pas forcément la paix. Dans toutes les sociétés, il y a eu les conflits. Les gens se trompent en disant qu'il y avait la paix. Mais partout où il y a la paix, il y a les conflits. Et les conflits, quand on les régule bien, ça permet de mieux vivre, de savoir les limites les uns des autres. Oui. Moi, je me dis tout simplement, cette polygamie que nous avons vécue avec une économie qu'on peut dire économie rurale, tout se faisait autour de la terre où les gens avaient besoin de main-d'œuvre et il fallait marier beaucoup de femmes, avoir beaucoup d'enfants pour pouvoir s'identifier et pour pouvoir subsister paisiblement. Voilà. Cette polygamie dans une économie rurale où toutes les femmes vivaient ensemble, où par rotation on faisait la cuisine, où la femme va dans la chambre de l'homme, elle est différente de la polygamie des années 80-90, où nous allons voir ensuite une polygamie qui vient vers la ville, qui est vers la ville,
ou dans une concession, vous allez trouver un grand salon avec les chambres, les portes des chambres des différentes femmes qui font face à ce salon. Les femmes partagent ce salon, ce séjour-là, cet espace-là, comme espace commun à elles toutes. Ensuite, on va venir à un autre type de polygamie avec les agences immobilières ACI, avec les logements sociaux. Nous allons voir un autre type où la femme, la première, elle est à Missabougou, la deuxième, elle est à Faladje, la troisième, elle est à, je ne sais pas, Badjalan. Et au lieu que ce soit une famille, un toit, ça devient pour la femme, pour chacune des femmes, une famille, un toit. Mais pour le mari, ça devient 3 familles, 3 toits. Je parle de ça. Moi, quand je fais... la littérature que je fais est une littérature qui peut-être est parsemée de sociologie. Il faut savoir lire pour le comprendre. C'est pour dire que quand même quelqu'un qui veut faire une étude comparative entre les différentes polygamies, entre les différentes périodes de polygamie, qui va même faire au plus loin que la polygamie, parce que c'est l'unité familiale qui est concernée quand on parle de la famille polygamique, quand on parle de toute famille, c'est aussi les liens de parenté, le sens qu'on donne à ces liens. Quand nous prenons aujourd'hui cette forme de polygamie que nous vivons avec les femmes partout et les enfants qui ne se connaissent pas, moi je veux inviter la société, tout le monde à réfléchir. Ça a des conséquences. Excusez-moi, je vais inviter tout le monde à réfléchir par rapport au type de relation de parenté que nous allons avoir dans les 50 ans à venir avec des frères et des sœurs qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent peu, qui peut-être ne vont pas se considérer comme demi-frères et demi-sœurs comme on le voyait dans les familles où les mamans avaient la chance de vivre ou, je ne sais pas, la malchance de vivre sous le même toit. Oui. J'invite à faire cette analyse-là entre mes lignes. Mais dire que je parle de la polygamie pour seulement que dire... moi, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui m'inspire? Ce qui m'inspire, c'est la vie que nous vivons. Ouais. Ce qui m'inspire, c'est les personnes que nous côtoyons. Ce qui m'inspire, c'est que dans toutes nos familles, que ce soit notre papa ou notre oncle, ou bien un de nos frères, quelqu'un est polygamique chez nous, en tout cas au Mali. Oui. Donc, du coup, ça fait partie de notre vie. Et la littérature est avant tout le reflet et l'image de la société. Alors, dans les types de polygamie, est-ce qu'il y a un qui est mieux que l'autre? Moi, je ne sais pas. Mon rôle de sociologue que je vis en tant que femme de lettres, ce n'est pas de dire ce qui est mieux que l'autre. Ce n'est même pas de dire que la monogamie est mieux que la polygamie. C'est comment les gens le vivent. C'est comment les gens arrivent à les gérer, ces différents types de régimes. C'est comment les gens arrivent à tirer leur bonheur, que ce soit dans la monogamie ou la polygamie. Oui. Et quand on est adolescent, M. Fabrice, on a des positions tranchées, on a des positions rebelles. Mais il est arrivé une chose que moi, je suis arrivée à comprendre grâce à mes voyages, grâce à mes contacts avec les autres, parce qu'on arrive réellement à apprécier ou à déprécier les aspects de sa culture quand nous entrons en contact avec d'autres cultures, quand nous allons vers d'autres peuples. Quand je suis allée vers d'autres peuples et que j'ai vu que même chez ces peuples-là où la polygamie elle, est interdite, les hommes se débrouillent à être polygames quand même d'une façon ou d'une autre, que ce soit de façon formelle, légale ou pas, je me suis demandé. Et quand dans notre famille, dans notre société aussi, j'ai vu, moi, parmi mes amis, au même moment où j'ai une amie qui veut divorcer parce que sa femme lui a apporté une seconde épouse, au même moment, une autre de mes amies, sa sœur à elle, qui voulait divorcer, s'est fait divorcer par son mari parce qu'il ne voulait pas être polygame. Et ils avaient fait 12 ans de mariage ou 10 ans sans avoir d'enfant, sans pouvoir avoir d'enfant. Et du coup, l'homme a dit, je vais aller chercher ma chance ailleurs, pas parce que je ne t'aime pas non plus parce que je n'ai pas envie de rester avec toi, mais j'ai envie de le faire, mais je n'ai pas envie de le faire au détriment du fait d'être polygame. Je ne veux pas être polygame parce que la polygamie a divisé notre famille. Ouais. Je pense qu'en tant que personne, cette fois-ci, ni romancière, ni sociologue, mais en tant que personne humaine, entre un homme qui a une première femme qui n'arrive pas à avoir un enfant et qui lui donne la chance de rester dans son foyer, de vivre l'amour qu'elle a à vivre avec lui en lui apportant une deuxième épouse, je pense que ce mari est plus humain
que celui-là qui divorce la première parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant pour aller se chercher une seconde. Ce n'est pas une position que je prends pour dire que j'apprécie la polygamie. Nous sommes en train de nous battre pour le bonheur de l'humain, pour le bonheur du genre humain. Et en ce moment, il n'y a pas de comparaison. Il s'agit juste de dire comment les gens font pour trouver leur bonheur dans une situation donnée. Merci beaucoup, Madame Fatoumata Keïta. Je rappelle que vous êtes une femme de lettres, romancière, poète et essayiste malienne. Alors, vous avez forcément des liens avec d'autres écrivaines de la place. Oui, de la place, de la sous-région, du monde entier. Voilà, nous, on veut savoir au moins un exemple ou deux exemples de femmes qui écrivent, que vous connaissez, avec qui vous collaborez, étant donné qu'on va parler maintenant, après cette question, on parlera de votre manteau que vous avez porté tout dernièrement, en tout cas en tant qu'éditrice. Vous savez, quand j'ai commencé à écrire, j'avais deux grandes références. Ce n'est pas parce que je voulais écrire comme elle, mais je les lisais beaucoup en même temps. Je me disais, quelque part, on a toujours un exemple à suivre. Ouais. Qu'on dise que non, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de référence, c'est parce qu'on n'a pas regardé autour de soi. Moi, j'ai lu Adamba Konari. Oui. Je l'ai lu en tant qu'historienne. Je l'ai lu en tant qu'analyste de la condition de la femme à travers son gros livre, le Dictionnaire des femmes célèbres du Mali, et je m'en inspire encore. Et ces liens, je les créés avant de la connaître physiquement. Je la connais sur place et je la côtoie. Pas comme, je ne sais pas, une amie ou bien quelqu'un de familier, non. Parce que je sais que quelque part, nous ratons des choses dans notre vie. Si à chaque fois, nous avons de grandes personnalités dans notre pays, des grandes références, des exemples, ou des gens qui nous inspirent, que nous ne pouvons pas aller vers eux pour nous inspirer. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas aussi ouverts. Peut-être, mais est-ce qu'on a, comme on dit, il faut taper le buisson pour savoir ce qu'il y a dedans. Exactement, oui. Il y a aussi Aminata Dramane Traoré qui, au début de ma carrière, voilà, pas pour ses œuvres, mais pour son être, que moi j'ai eu envie d'approcher, même si aujourd'hui on n'est pas ce lien étroit comme avant. Il y a aujourd'hui sur la place des écrivains plus contemporains à mon époque, de ma génération, plus ou moins comme Anan Keïta, comme Aïcha Diarra, comme Oumou Arman Diarra, comme Oumou Amar Traoré, que je côtoie. Nous constituons un petit groupe plume de femmes, des femmes maliennes et de la diaspora, que nous avons en commun et que nous animons. Et au-delà, et même dans la sous-région, j'ai des grandes écrivaines qui sont de mes amies, avec qui, comme Ken Bougoul, que je retrouve dans beaucoup de forats, comme Monique Ilboudou, comme Bernadette Daou au Burkina Faso, mais ailleurs aussi, comme au Cameroun, celle qui a eu le prix Goncourt, Djali Amal. Et donc, moi, je pense que l'écriture, la littérature a quelque chose de fort, qu'elle crée des ponts entre les gens, des ponts qu'on peut consolider avec des liens et qu'on entretient. Alors, quel est le regard que les écrivains hommes portent sur vous? Moi, je ne sais pas, à moins qu'on leur demande. Hein. Je ne sais pas, je ne me suis jamais demandé. Je ne suis pas dans l'approbation des autres. Voilà. J'étais dans l'approbation d'une seule personne dans ma vie, c'était mon père. Mais depuis que je me suis rendu compte que je n'aurais jamais son approbation, j'ai cessé en ce moment d'avoir son regard comme mon miroir. Donc, du coup, je fais quelque chose que j'aime et c'est une chance pour moi de pouvoir écrire et d'avoir un art à travers lequel je m'exprime. Et du coup, j'y vais. Point. Très bien. Alors, vous avez une maison d'édition qui s'appelle Figuera Édition. Comment est née cette maison? Figuera Édition est née avec le désir, on va dire comme ça. Figuera n'est pas expressément née. Figuera est né parce qu'on m'a boosté pour le créer. On m'a motivé. Qui t'a boosté? Qui vous a boosté? Les personnes qui croient en moi. Les personnes qui croient en moi m'ont boosté pour pouvoir l'ouvrir. Et m'ont soutenu, m'ont motivé, ont été là pour me galvaniser, pour croire en moi-même. Et Figuera donc est né lorsque je n'y croyais pas tellement. Je me disais, mais qu'est-ce qu'en tant qu'écrivaine je viens faire là pour, je ne sais pas, m'attirer des rivalités des éditeurs. Mais après, quand j'ai commencé, j'ai pris goût parce que c'est le prolongement de ma carrière littéraire, le fait d'être éditeur. Mais seulement que, à la différence que quand je n'étais pas éditrice, j'avais le temps pour moi
pour écrire. Oui. Mais maintenant, je m'occupe de l'œuvre des autres, de parfaire l'œuvre des autres. Et en ce moment, je fais chapeau à tous les éditeurs parce que l'édition est un métier ingrat. Vous voyez, quand l'auteur se tape la poitrine et dit, voilà, c'est moi l'auteur, quel est le travail que l'équipe a fait derrière, on n'en parle pas, mais c'est ça aussi. Il faut passer par là pour le comprendre. Donc FIRA est née parce que des personnes ont cru en moi, m'ont même aidé à la créer, cette maison d'édition. Et en ce moment, quand une personne croit en toi, tu fais tout pour mériter sa confiance. J'y suis allée et ça me plaît, je me sens bien là-dedans et ça progresse aisément. Approximativement, combien de livres avez-vous déjà édité? Nous avons 22 livres maintenant. Nous sortons Moussa Mara bientôt et Oumou Khadija Tera, ça serait notre 22e livre, voilà, de 2019 à 2021. Alors, la régie me tacle de l'autre côté. On va aller rapidement. Quel est votre plus grand regret dans la vie? Je n'en ai pas. Il n'y a pas de regret. Quelle est votre plus grande joie? Mes enfants. Oh, mes enfants. Votre plus grand succès? Ben, c'est d'avoir fait des enfants. Curieusement, ce n'est pas mes livres. J'ai 12 livres. Ce n'est pas mes diplômes. Je suis en train de faire une thèse et j'avais cru longtemps que c'était mes diplômes que j'ai peiné à avoir. Mais quand j'ai eu mon premier enfant dans mes bras, je ne sais pas, je souhaite ça à toutes les femmes. C'est magique, c'est magnifique. Ouais. S'il y a quelque chose que vous devez refaire? Je ne sais pas. Je voulais être médecin, en fait. Moi, je crois que vous allez dire refaire encore des enfants. Ah non, c'est bon, ça suffit. D'accord. J'en ai 3. J'ai 2 garçons et une fille. Et alors, je pense que c'est bon. Ils me rendent heureuse. J'allais pas dire ça. Ce que je vais dire, si je ne referai rien, je vais peut-être améliorer des choses. Okay. Améliorer, travailler sur moi, continuer à travailler sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes œuvres. Ce que j'écris et mon œuvre qui est Fira Édition aussi, les derniers enfants, travailler à continuer à l'améliorer, à la rendre meilleure. Très bien. Merci beaucoup. Vous allez regarder cette caméra. Vous êtes poète, hein? Ouais. Déclamez quelques vers. Alors, comme ça. Ben, comme si j'étais préparée à ça. Femme, je suis et voici mon histoire. Une histoire toute pathétique, histoire de tant de femmes. De tant de femmes qui gisent dans le lit de la violence. Ô femmes de nuit, femmes de jour, cette plume qui s'éveille vous souhaite courage. Voilà. Merci beaucoup, Madame Fatoumata Keita. C'était un plaisir de... Voilà. Et à Fabrice. Merci beaucoup. Merci. Je crois que vous êtes toujours disponible si nous devons vous appeler encore éventuellement. Il n'y a pas de souci. Djoliba, c'est ma maison. Djoliba, c'est ma maison. Alors, on va aller sur, peut-être, ouvrir une parenthèse. Si vous souhaiteriez que quelqu'un passe sur ce plateau de fait marquant, qui devait être? Moi, je voudrais qu'Adamba Konaré soit là sur cette chaise et qu'elle nous dise. J'espère qu'elle nous regarde et qu'elle va, lorsque nous allons lui faire appel, voilà, elle pourra être là. Exactement. Alors, merci beaucoup, Madame Fatoumata Keita. On se revoit dans d'autres numéros, s'il plaît à Dieu. Merci et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, cette éventualité, ce numéro de fait marquant s'achève ainsi. Merci beaucoup. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres éventualités. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui reste fort.